Dans cette vidéo, on va apprendre à répondre aux deux questions suivantes. Comment déterminer la nature d'une intégrale généralisée, c'est-à-dire savoir si cette intégrale généralisée converge ou diverge. Comment savoir si une fonction est intégrable. Le contexte est donc le suivant. On considère I un intervalle ouvert ou semi-ouvert de R, et f de I dans R une fonction continue par morceaux. Par exemple, I pourrait être l'intervalle 1, 2, fermé en 1, ouvert en 2, l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert ou non en 0, ou même R tout entier. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'intégrale sur I de f de x dx converge? C'est-à-dire, je vais reprendre les 4 exemples que j'ai écrits là, on doit répondre aux questions suivantes. Dans le premier cas, on se demande si la fonction qui a x associe l'intégrale entre 1 et x de f de t dt, elle admet une limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure. Dans le deuxième cas, i égale 0 plus l'infini, fermé en 0, on se demande si x associe intégrale de 0 à x de f de t dt admet une limite quand x tend vers plus l'infini. Dans le troisième cas, où l'intervalle est ouvert des deux côtés, eh bien on cherche à répondre à deux questions. Est-ce que x associe intégrale de 1 à x de f de t dt admet une limite quand x tend vers plus l'infini? Et est-ce que epsilon associe l'intégrale entre epsilon et 1 de f de t dt admet une limite quand epsilon tend vers 0 plus? Donc ici, pour que l'intégrale converge, il faut répondre oui aux deux questions. Et ici, j'ai pris l'intégrale entre 1 et x, mais j'aurais pu remplacer 1 par n'importe quel nombre réel strictement positif. Et ici aussi. Et dans le dernier cas, le cas où i c'est r, bon, on se pose aussi deux questions. On se demande si x associe intégrale de 0 à x de f de t dt admet une limite quand x tend vers plus l'infini. Et si y associe intégrale entre y et 0 de f de t dt admet une limite quand y tend vers moins l'infini. La première précaution à prendre, et les rapports de jury de concours insistent beaucoup là-dessus, c'est de vérifier que la fonction f est bien continue par morceau sur l'intervalle où on l'étudie. Parce que parfois, il y a des problèmes cachés. Si par exemple, la question qu'on vous pose, c'est quelle est la nature de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x sur x log de x dx, eh bien la fonction qui a x associé exponentielle moins x sur x log de x, elle n'est pas continue par morceaux sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que le dénominateur ici, eh bien, il s'annule en 1. Et en revanche, elle est continue par morceaux sur 0,1, ouvert des deux côtés, sur 1 plus l'infini, ouvert des deux côtés. Et en fait, il y a trois problèmes à traiter. En 0, en 1 et en plus l'infini. Ce qui n'est pas forcément immédiat en lisant la question. Donc, toute rédaction concernant la nature d'une intégrale généralisée doit commencer par l'étude de la continuité par morceau. Souvent, on va très vite, on dit simplement la fonction est continue par morceau sur tel intervalle, mais il faut quand même le faire soigneusement, parce que ça permet de déterminer là où il y a des problèmes. Alors voyons deux exemples. Premier exemple, intégrale entre 0 et 1 de log de t dt. Eh bien c'est assez facile, la fonction qui a t associée log de t, elle est continue sur 0, 1, ouvert en 0, mais fermée en 1. Elle est continue jusqu'en 1. Et donc pour étudier la convergence de cette intégrale, il n'y a que le problème en 0 à traiter. Deuxième exemple, intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sur t dt. Alors là, on pourrait imaginer qu'il y a deux problèmes, hein, celui en plus l'infini, et aussi un problème en 0, parce qu'a priori, la fonction sinus t sur t, elle n'est même pas définie en 0. Mais en fait, c'est assez classique, puisque sinus t, il est équivalent à t en 0, la fonction qui a t associe sinus t sur t, elle admet un prolongement par continuité en 0, en posant égal à 1, ce prolongement. Et donc ce prolongement par continuité, bien évidemment, il est continu sur 0 fermé plus l'infini. Et donc lorsqu'on étudie la nature de cette intégrale-là, intégrale entre 0 plus l'infini de sinus t sur t dt, en fait, il n'y a que le problème en plus l'infini à traiter.
Alors voyons maintenant les méthodes pour déterminer si une intégrale généralisée converge ou diverge. La première méthode, c'est quand on a un coup de chance. On connaît une primitive de la fonction à intégrer. Alors, voyons tout de suite un exemple facile. On va démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de log de t dt converge. Ici, effectivement, on connaît une primitive de la fonction logarithme, népérien, c'est la fonction qui a t associe t log t moins t. Et donc, voilà, je fixe un x dans 0,1 ouvert en 0, et je regarde cette intégrale, l'intégrale entre x et 1 de log de t dt. Ce que je cherche à démontrer, c'est qu'elle admet une limite quand x tend vers 0+. Eh bien, cette intégrale, en fait, je peux la calculer. C'est t log de t moins t pris entre x et 1. Donc en 1, log de 1, ça fait 0, ce terme-là va disparaître. Je vais obtenir moins 1. Et avec ce qui est en x, moins x log x plus x. Et maintenant, si je fais tendre x vers 0, eh bien sûr, x ici tend vers 0. Et par croissance comparée du logarithme et des polynômes, x log x, ça tend aussi vers 0 quand x tend vers 0. Et donc, l'intégrale entre x et 1 de log de t dt, ça tend, quand x tend vers 0+, vers moins 1. Et je viens de démontrer ici que l'intégrale entre 0 et 1 de log de t dt converge. Et en plus, j'ai même une information supplémentaire. J'ai la valeur de cette intégrale. La valeur de cette intégrale, c'est exactement la limite quand x tend vers 0 de cette quantité. Et donc, comme je viens de déterminer la limite, je sais que l'intégrale entre 0 et 1 de log de t dt, ça fait moins 1. Bon, il se trouve que le plus souvent, on ne connaît pas une primitive de la fonction à intégrer, ou en tout cas c'est difficile à déterminer. Et dans ce cas-là, la méthode générale, c'est comme pour les séries, on compare. On compare à l'aide du théorème suivant. Donc ici, je vais simplement considérer un intervalle semi-ouvert, AB, ouvert en B, fermé en A, et je vais considérer f et g, deux fonctions de i dans R qui sont continues par morceaux. Et voilà, j'ai les théorèmes de comparaison suivants. Si f est positif et inférieur ou égal à g, eh bien si l'intégrale sur i de g de t dt converge, alors l'intégrale sur i de f de t dt converge. Et par contraposé, si l'intégrale sur i de f de t dt diverge, alors l'intégrale sur i de g de t dt diverge. Deuxième cas, c'est si f est équivalent à g au voisinage de b, et si g garde un signe constant au voisinage de b, eh bien la convergence de l'intégrale sur i de g de t dt est équivalente à la convergence de l'intégrale sur i de f de t dt. Alors là, j'insiste sur les hypothèses. Ça marche ça pour des fonctions essentiellement qui gardent un signe constant. Alors dans le premier cas, il faut que f soit positive, et donc g aussi positive. Alors on a besoin simplement que ce soit positif au voisinage de b. Et dans le deuxième cas, eh bien, ça ne marche que quand on compare deux fonctions de signe constant au voisinage de b. Donc il faut faire attention vraiment ici, ça marche bien quand on a des choses de signe constant. Pour pouvoir appliquer ce théorème, bien sûr, il nous faut des intégrales de référence. Et les intégrales de référence, eh bien, c'est comme pour les séries, c'est les intégrales de Riemann. Mais cette fois, il y a deux cas, en fait, il y a au voisinage de l'infini et au voisinage d'un point. Et donc, on va utiliser que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dx sur x puissance alpha, elle converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Donc ça, c'est ce qui se passe au voisinage de l'infini. Et au voisinage d'un point, l'intégrale entre a et b de dx sur x moins a puissance alpha, elle converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Alors attention, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dx sur x puissance alpha ne converge jamais. Parce que les contraintes en 0 et en plus l'infini, elles sont contradictoires, et donc ça converge jamais. Et parfois, quand on rédige, on se laisse un petit peu emporter, et on écrit, f elle est équivalente à 1 sur x2 en voisinage de plus l'infini, l'intégrale entre 0 et 1 plus l'infini de dx sur x2 converge, et hop,
on s'est trompé, on a fait une erreur de rédaction parce que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dx sur x2 ne converge pas. Donc il faut faire attention à ce qu'on écrit. Alors si on combine le théorème et les intégrales de référence, on arrive à 4 situations qui sont particulièrement pratiques à appliquer. La première, si on a f, une fonction de a plus l'infini dans R continue, ou continue par morceau, et si f, c'est un petit taux de 1 sur t puissance alpha, au voisinage de plus l'infini, avec alpha strictement plus grand que 1, alors l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge. Bon, moi c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, quand on a une intégrale généralisée, qu'on étudie le problème en plus l'infini, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder si t carré f de t tend vers 0 en plus l'infini. Si ça marche, votre fonction elle est intégrable au voisinage de plus l'infini, et ça permet de traiter déjà beaucoup de cas. Deuxième cas, si f va de a plus l'infini dans R, elle est continue aussi, et s'il existe c positif tel que t fois f de t est plus grand que c pour tous les t assez grands, ça veut dire que f de t est plus grand que c sur t, et bien cette fois l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt diverge. Si maintenant on regarde au voisinage d'un point plutôt que de l'infini, si f de 0,1 dans R est continu, et si f de t en 0 c'est un petit taux de 1 sur t puissance alpha, avec cette fois, attention, alpha inférieur strict à 1, alors l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt converge. Et si f va de 0,1 dans R est continu, et s'il existe c positif tel que t fois f de t est plus grand que c pour tous les t assez proches de 0, c'est-à-dire f de t plus grand que c sur t, et bien intégrale de 0 à 1 de f de t dt diverge. Bon, il est temps de faire des exemples. On va commencer par étudier la nature de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t2 dt. Et bien pour cela, on commence. J'ai dit les rédactions doivent toujours commencer comme ça, par remarquer que la fonction t associée exponentielle moins t2, elle est continue sur 0 plus l'infini, fermée en 0, il n'y a pas de problème en 0. Et en plus l'infini, par croissance comparée de l'exponentielle et des polynômes, à la limite quand t tend vers plus l'infini de t carré exponentielle moins t2, c'est 0. De sorte que exponentielle moins t2, c'est un petit taux en plus l'infini de 1 sur t carré. Et donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t2 dt converge. Deuxième intégrale, intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t sur t dt diverge. Alors cette fois, il y a deux problèmes, puisque la fonction t associée exponentielle moins t sur t, elle est continue sur 0 plus l'infini, mais ouvert en 0. Alors là, il y a deux problèmes à étudier, et pour qu'il y ait convergence, il faut que j'ai convergence à la fois en 0 et à la fois en plus l'infini. Si j'ai divergence en un des deux points, eh bien je vais avoir divergence de l'intégrale généralisée. Alors on y va, on commence par étudier ce qui se passe en 0. En 0, exponentielle moins t sur t, c'est équivalent à 1 sur t, puisque exponentielle moins t, ça tend vers 1 quand t tend vers 0. Et 1 sur t, c'est positif, et donc je peux appliquer le théorème de comparaison, comme intégrale entre 0 et 1 de dt sur t diverge. Il en est de même de l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins t sur t dt, et donc de notre intégrale de départ. Et là, vous voyez, je ne fais même pas l'étude en plus l'infini, puisque, comme ça diverge déjà en 0, je sais que l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini va diverger. Troisième exemple, j'ai prouvé que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de log de t sur t carré dt converge. Alors là, comme tout à l'heure, je commence par remarquer que la fonction intégrée, elle est continue sur 1 plus l'infini, et il n'y a qu'un problème en plus l'infini à étudier. Alors là, je ne vais pas trouver un équivalent plus simple en plus l'infini que log de t sur t carré. Mais l'idée, c'est que le log de t, même s'il tend vers plus l'infini, il pèse pas beaucoup par rapport au 1 sur t carré. Alors, je ne suis pas plus petit que 1 sur t carré, mais si je me prends un petit peu de marge, je vais être plus petit que 1 sur t puissance alpha, avec alpha un petit peu plus petit que 2. Et donc, par exemple, ici, je prends alpha égale 3,5. Si je regarde la limite quand t tend vers plus l'infini, de t puissance 3,5 log de t sur t carré, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de log de t sur racine de t, et par comparaison du logarithme et des puissances, ça fait 0 cette limite. Et donc ça me dit ici que log de t sur t carré c'est un petit taux en plus l'infini de 1 sur t puissance 3,5,
Or 3,5, c'est strictement plus grand que 1. Je sais que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t 3,5 converge. Et donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de log de t sur t carré dt converge elle aussi. Passons maintenant aux fonctions intégrables. Donc on considère f, une fonction de i dans C continue par morceau. I, c'est toujours un intervalle semi-ouvert. Et donc je vous rappelle d'abord que f, elle est intégrable sur l'intervalle i si l'intégrale du module de f de t dt converge. Et ça en particulier, ça entraîne que l'intégrale de f de t dt converge. Pour démontrer qu'une fonction est intégrable, je peux utiliser toutes les méthodes précédentes. Et en particulier, je ne suis pas du tout embêté par le signe, puisqu'un module, eh bien, c'est positif. Alors, donnons un exemple. La fonction f, définie sur 0 plus l'infini par f de t égale cos t divisé par racine de t plus t carré, elle est intégrable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc 3 points. Premier point, la fonction f, elle est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Il n'y a pas de problème. Deuxième point, on étudie ce qui se passe en 0. Bon, en 0, le numérateur cos t, il est équivalent à 1, puisque cos t tend vers 1 quand t tend vers 0. Et le dénominateur, attention, on est en 0, c'est la plus petite puissance qui domine ici. Et donc racine de t plus t carré, c'est équivalent à racine de t. Et finalement, ma fonction intégrale est équivalente en 0 à 1 sur racine de t, qui est positif. Je sais que 1 sur racine de t est intégrable en 0. Et donc, c'est la même chose pour f. F est intégrable en 0. Au voisinage de plus l'infini, je vais procéder par majoration. Le cosinus, il est plus petit que 1 en valeur absolue. Et racine de t plus t carré, c'est plus grand que t carré. En passant à l'inverse, 1 sur racine de t plus t carré, c'est plus petit que 1 sur t carré. Et comme je sais que 1 sur t carré est intégrable en plus l'infini, c'est la même chose pour f. Et donc voilà, comme j'ai démontré que f était continu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, intégrable en 0, intégrable en plus l'infini, elle est intégrable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, il y a encore un cas à étudier, c'est celui de la semi-convergence, c'est-à-dire le cas où l'intégrale sur i de f pourrait converger sans que l'intégrale sur i du module de f converge. C'est quand même une propriété qu'on utilise assez souvent pour démontrer qu'une intégrale généralisée converge, c'est de passer par le module. Mais quand c'est pas possible, comment peut-on faire? Eh bien, il y a un cas à savoir, un exemple fondamental, j'ai envie de dire, à apprendre, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sur t dt. Cette intégrale-là, elle converge. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, on sait que cette fonction, elle se prolonge par continuité en 0. Il reste à étudier le problème en plus l'infini, et je vais considérer grand x plus grand que 1, et je vais regarder l'intégrale entre 1 et grand x de sinus t sur t dt. Et je veux essayer de démontrer que ça admet une limite quand grand x tend vers plus l'infini. L'idée ici, c'est de faire une intégration par partie. Une intégration par partie en cherchant une primitive du sinus et en dérivant 1 sur t. Alors pourquoi faire ça? Ici, le problème, au voisinage de l'infini, c'est si je majore, j'obtiens, le module, j'obtiens 1 sur t. Et 1 sur t, ça n'est pas intégrable. Mais si je dérive 1 sur t, je récupère moins 1 sur t carré. En module, c'est 1 sur t carré. Et ça, c'est intégrable au voisinage de plus l'infini. Et sinus, si je prends une primitive, je vais trouver moins cosinus. Ça ne change pas grand-chose au voisinage de plus l'infini. Je peux toujours le majorer par 1. Et donc, c'est pour ça qu'une intégration par partie va me permettre d'améliorer ici l'intégrabilité. Donc je fais l'intégration par partie, donc je rappelle, en prenant une primitive de sinus et en dérivant 1 sur t. Donc une primitive du sinus, c'est moins cosinus, donc j'obtiens moins cos t sur t pris entre 1 et x, moins, et quand je fais le produit d'une primitive de sinus par une dérivée de 1 sur t, j'obtiens moins intégrale entre 1 et grand x de cos t sur t carré dt. Donc je commence par m'intéresser à ce qu'il y a dans le crochet ici. Ça fait moins cosinus x sur grand x, plus cosinus 1 sur 1, moins intégrale entre 1 et grand x de cos t sur t carré dt.
Et bah voilà, ici en fait ce qu'il y a dans le crochet ne me pose pas beaucoup de problèmes, hein, puisque si x tend vers plus l'infini, cosinus x divisé par grand X, ça tend vers 0. Et maintenant je vais étudier cette quantité-là et démontrer qu'elle admet une limite quand grand X tend vers plus l'infini. Et bien pour ça en fait je vais démontrer que la fonction t associe cos t sur t carré, elle est intégrable sur 1 plus l'infini. Bah, oui, d'abord elle est continue sur 1 plus l'infini, et au voisinage de plus l'infini, bah, je peux faire la majoration que j'ai annoncée. En valeur absolue, c'est plus petit que 1 sur t carré. Et comme 1 sur t carré, elle est intégrable au voisinage de plus l'infini, bah, il en est de même de cette fonction t associe cos t sur t carré. Alors résumons, pour x plus grand que 1, on a démontré cette égalité-là. On sait que ce terme-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On a démontré que cette fonction-là, t associe cos t sur t carré, elle est intégrable au voisinage de plus l'infini. Donc ça, en particulier, ça entraîne que x associe intégrale entre 1 et x de cos t sur t carré. Ça admet une limite quand grand X tend vers plus l'infini. Et donc bah voilà, j'ai démontré ici que x associe intégrale entre 1 et x de sinus t sur t dt, ça admet une limite quand grand X tend vers plus l'infini. Et bah ça revient à dire que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Alors là, ici, il ne faut pas se laisser embêter par le fait que j'ai mis 1 ici et le fait que j'ai mis 0 là. Hein. Il n'y a pas de problème d'intégrabilité entre 0 et 1 pour la fonction de sinus t sur t, puisque elle est en fait continue par morceaux, si je l'ai prolongée comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cet intervalle-là. Et ici, en fait, j'ai travaillé sur 1 plus l'infini et pas sur 0 plus l'infini, bah pour pas être embêté dans l'intégration par partie quand j'avais mon cosinus x sur grand X. En 0, ça m'aurait embêté. Mais là, comme j'ai fait à partir de 1, ça ne m'embête plus. Alors cette méthode-là, en fait, on peut l'utiliser pour traiter de la même façon sinus t sur t puissance alpha, exponentialité sur t puissance alpha, ou encore cosinus t sur t puissance alpha au voisinage de plus l'infini, à condition que alpha soit strictement positif. Alors pour les autres problèmes de semi-convergence, on essaie de se ramener aux exemples que je viens de décrire, ou bien par intégration par partie, par changement de variable, par développement limité. On va donner un exemple juste après. On peut aussi s'inspirer de la méthode précédente. Une intégration par partie, ça peut souvent faire marcher les choses. Ça peut augmenter l'intégrabilité si elle est bien faite. Parfois, il faut simplement se laisser guider par l'énoncé, qui pourra vous donner des indications pour le faire. Et puis parfois, il faut se casser la tête. C'est des maths, il faut parfois sécher avec sa feuille et son crayon. Il faut réfléchir. Allez, dernier exemple. On va prouver la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t dt. Bien sûr, la fonction que je cherche à intégrer, je vais l'appeler f. Elle est continue sur 1 plus l'infini, et donc il n'y a que en plus l'infini qui a un problème à traiter. Maintenant, quand t tend vers plus l'infini, sinus t sur t, ça tend vers 0. Et de plus, je sais que sinus x, c'est en 0, ça s'écrit x plus grand O de x3. Ici, j'ai fait le développement limité de sinus. Bon voilà, ici je peux remplacer x par sinus t sur t, puisque sinus t sur t, ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et au voisinage de l'infini, je peux écrire f de t égale sinus t sur t plus g de t, où g de t, c'est un terme qui est dominé par sinus cube de t sur t au cube, c'est-à-dire encore un terme dominé par 1 sur t au cube. Et maintenant, je peux facilement conclure, puisque l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t dt converge, ça c'est l'exemple que j'ai traité tout à l'heure, et que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g de t dt converge, puisque g de t c'est dominé par 1 sur t au cube, j'en déduis que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de t dt converge, puisque j'ai écrit ici f de t sous la forme sinus t sur t plus g de t. Voilà, avec tous ces exemples, normalement vous êtes bien armé pour traiter à peu près toutes les intégrales généralisées qui existent. N'hésitez pas à vous rendre sur le site bibmath.net où vous trouverez de nombreux exercices concernant les intégrales généralisées.